bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi Test. Nous sommes aujourd'hui sur les Champs-Élysées au C42, vitrine de la marque Citroën pour l'hémisphère nord, puisqu'il existe également un showroom de la marque Citroën situé à Sao Paulo au Brésil. Derrière moi, vous le reconnaissez? C'est le concept C-Cactus qui nous avait été présenté lors du Mondial de l'automobile en 2008. Tout de suite, découvrons en images le sommaire de cette émission. Dans ce numéro, retrouvez l'Opel Adam Rocks, la BMW série 2 Active Tourer, les Nissan ID.X, le Lexus NX300H, la Volkswagen Passat et la Seat Leon Experience. Et oui, c'est ce concept qui a inspiré la Citroën C4 Cactus, que nous avons d'ailleurs essayé dans Maxi Test au mois de juin. Mais tout de suite, nous décollons pour la Costa Smeralda en Sardaigne, à la découverte de la nouvelle Passat 8e génération. La nouvelle et 8e version de Passat arrive seulement 4 ans après la dernière génération. Il ne s'agit pas d'un simple restylage, mais bel et bien d'une toute nouvelle voiture. Ainsi, Volkswagen espère élargir sa clientèle en allant draguer sans complexe les acheteurs premium. Nous sommes glissés derrière le volant de la version la plus véloce disponible à son lancement avec le TDI biturbo de 240 chevaux sous le capot. Du point de vue du style, la Passat se démarque plus que d'habitude de sa devancière. Elle apparaît ainsi un peu ramassée, avec un avant-semblant plus large, avec sa grille de calandre faite de larges barrettes chromées. Avec ses phares élancés à LED, elle semble également plus statutaire. On la croit visuellement plus longue, ce qui n'est en vérité pas le cas. En revanche, l'empattement gagne 8 cm au bénéfice de l'habitabilité. L'arrière plus classique, singeant presque une Audi A8, affiche 2 feux technologiques à LED horizontale en position qui passent à la verticale en stop. Il y a 3 éléments qui sautent aux yeux. C'est d'abord que quand vous êtes en mode navigation, vous pouvez avoir sur un écran digital, qui n'est plus donc un écran analogique, le rappel de la navigation sur un 12 pouces, sur un écran de 12 pouces, sur l'écran du conducteur et non plus sur le GPS. Deuxième chose, je peux ne plus me servir de mon téléphone, c'est-à-dire que vous avez ici sur l'écran du GPS le rappel des applications du téléphone. C'est quelque chose qu'on appelle MirrorLink et qui me permet maintenant de choisir automatiquement sur l'écran GPS, par exemple, des points d'intérêt, la météo, une série d'applications qui sont un rappel du téléphone. Et une troisième application qui est intéressante, c'est la vue que vous avez de votre voiture, qui peut être une vue à 360 degrés, donc qu'on appelle Bird View, et vous voyez ici une image de votre voiture avec ce qui l'entoure. Et évidemment, vous pouvez aussi sélectionner des angles de vue. Par exemple, là, je suis en mode marche arrière, et ce sont les caméras arrière de la voiture qui m'indiquent ce qui se passe, donc ça donne une visibilité, même lorsque vous êtes gêné par exemple, 2 camionnettes garées à côté de vous. Une fois installé à bord, on apprécie en premier lieu l'assise et la position de conduite facile à trouver. Malgré sa suspension pilotée réglable via des programmes confort, sport ou encore éco, qui agissent également sur la boîte DSG7 et la réactivité de l'accélérateur, on n'en sent pas tant que ça l'incidence. Elle s'avère en fait facile à conduire et plutôt dynamique quel que soit le mode. Si on n'a que faire d'ailleurs de la consommation, autant rester en mode sport qui n'a rien d'inconfortable. Ce 4 cylindres biturbo de 240 chevaux se montre évidemment volontaire, bourré de couple et énergique dans les reprises, ce qui permet à l'auto de se tirer de toutes les situations sans sourciller. Ses performances en témoignent, notamment le 0 à 100 km/h en 6 secondes et la vitesse maxi de 240 km/h. Basée sur la plateforme MQB, véritable châssis couteau suisse du groupe Volkswagen, la Passat enroule les courbes de manière plutôt neutre et glisse naturellement de l'avant lorsqu'on en fait trop. La faute en partie au poids et notamment sous le capot. Malgré la transmission intégrale 4Motion, obligatoirement accouplée à ce puissant moteur, on note une légère peine en termes de motricité en sortant des virages serrés, pieds au plancher. En termes de consommation, même en conduisant comme un sourd, elle ne s'envole jamais vraiment, atteignant à peine 10 litres. Il faudra débourser 23 550 € pour la berline essence 125 chevaux et carrément 50 900 € pour notre version diesel 240 chevaux. Compte tenu de ses prestations et de son placement tarifaire, Volkswagen s'apprête à attirer dans ses filets une clientèle qui n'avait pas forcément les moyens pour la cousine aux anneaux, mais qui retrouvera tout de même désormais une touche plus premium et valorisante.
Elle creuse donc l'écart avec sa concurrence et se rapproche ainsi de ce qui se fait de mieux dans le groupe sur ce segment. Tout de suite, on en apprend plus sur la nouvelle BMW série 2 Active Tourer. Une des nouveautés de la fin 2014 chez BMW est la présentation de la série 2 Active Tourer. Ce modèle se distingue par une double innovation pour la firme de Munich puisqu'il s'agit de son premier monospace et de sa première traction. Cela ne manque pas de faire grincer les dents des puristes, rappelant les réactions épidermiques à la suite de l'apparition du diesel chez le constructeur à l'hélice. Alors pourquoi ce choix ? Lorsqu'on choisit de faire un monospace, on cherche à proposer à nos clients un maximum d'habitabilité, de fonctionnalité, l'attraction et l'architecture qui permet d'obtenir la meilleure habitabilité. Ne pas faire ce choix-là aurait été hors sujet. Aujourd'hui, avec l'architecture qui a été développée par BMW Group, nous avons la possibilité, comme jamais auparavant, de combiner habitabilité et dynamisme de conduire avec une architecture de traction. Ce monospace s'adresse à des jeunes familles, mais également à des parents qui ont vu les enfants quitter le foyer et donc qui souhaitent bénéficier d'un maximum de fonctionnalité, mais aussi de confort avec une position de conduite surélevée. Prenons maintenant le volant de la Seat Leon Experience. Seat n'en finit pas de développer la gamme de son modèle star qu'est la Leon. Après la berline 5 portes, la 3 portes SC, le break ST, la sportive Cupra et la frugale Ecomotive, voici la baroudeuse Experience. Mais ici, il n'est pas question de SUV, la Leon Experience est en fait un break surélevé et grimé en aventurier à coups de pseudo-protection de carrosserie en plastique brut. La Leon Experience se distingue par ses ajouts que sont les boucliers, passages de roues et bas de caisse en plastique. Ceci reste relativement discret lorsque la carrosserie affiche une teinte sombre. On remarque du coup un peu plus les sabots de protection qui sont les éléments de plastique peint façon alu. Si la suspension a été rehaussée de 25 mm, la Leon Experience ne paraît toutefois pas particulièrement haute sur pattes. Les rails de toit, noirs de série mais chromés en option gratuite, complètent la tenue d'aventurière des beaux quartiers de cet hiver. L'habitacle de l'Experience se distingue peu de celui des autres variantes de la Leon. Seat propose des selleries spécifiques type cuir tissu de série ou cuir Alcantara en option. Un logo XP sur le volant, sans oublier un badge 4Drive. Malgré une longueur conséquente de 4,54 m, la Leon Experience reste cataloguée parmi les compacts. À ce titre, elle accueillera confortablement 4 personnes. Le coffre propose un volume de 587 litres ou 1470 litres banquette rabattue. La Leon Experience dispose d'une seule définition d'équipement, complète. Si les incontournables sont bien là, comme la climatisation automatique Bizone, le Bluetooth, le détecteur de pluie et de luminosité, les jantes à du 17 pouces ou le régulateur de vitesse, la Leon propose également quelques possibilités encore rares sur les compacts, tels que les projecteurs avant full LED. Par rapport à une Leon FR, l'Experience propose un train avant moins mordant, préférant les grandes courbes aux larges rayons. Mais n'en déduisez pas que la tenue de route devient floue pour autant. La plateforme MQB est assurément l'une des meilleures sur le marché des généralistes, et cela reste flagrant ici. Mais les suspensions surélevées, et donc forcément assouplies, donnent rapidement une petite impression de tangage si l'on malmène le véhicule. En contrepartie, cette dernière devient assurément la plus confortable des Leon. Le 2 litres TDI de 184 chevaux avec boîte DSG de notre essai fait preuve d'un caractère vif. L'exercice des reprises ne l'inquiète en rien, et on ne peut que confirmer que la DSG à 6 rapports est parfaitement dynamique.
Quant à la transmission intégrale, si son apport au quotidien peut paraître négligeable, elle permet de conserver un comportement serein, quel que soit l'état de la chaussée, et d'envisager, pourquoi pas, quelques sorties sur des chemins non bitumés. Pas de surprise donc, à ce chapitre, la Leon Experience se comporte exactement comme on l'attendait, ce qui, en soi, n'est déjà pas une si mince affaire. Le concept qui a présidé à la conception de la Leon Experience semble bien plus relever du marketing que du besoin d'une clientèle à satisfaire. Avec le 2 litres TDI 184 chevaux, elle comble toutefois un manque au sein de la catégorie des breaks compacts. Un manque qu'elle risque toutefois d'avoir du mal à imposer entre la Skoda Octavia Scoot, à la fois plus vaste et moins coûteuse, et la prochaine Volkswagen Golf All-Track, dont l'image de marque devrait suffire à emporter pas mal de suffrages. Force est toutefois de reconnaître que ce ne sont pas les qualités qui lui manquent. Et oui, c'est la Citroën C-Élysée, double championne du monde WTCC 2014, pilote et constructeur. L'occasion d'un flashback avec Sébastien Loeb que nous avions rencontré au début de la saison. Prémonitoire ? L'objectif, ça serait d'être dans le coup, forcément. J'aime pas être derrière. D'un autre côté, je pense qu'il va falloir parfois l'accepter quand même. Je me retrouve dans une discipline avec des spécialistes, avec les champions du monde en titre dans la discipline. Donc voilà, faudra peut-être apprendre à accepter de ne pas gagner toujours, mais en même temps, j'espère être en tout cas dans la première partie du peloton, pas forcément derrière. Et tout de suite, nous partons pour l'Allemagne à la découverte du très looké Lexus NX300 dans sa déclinaison hybride. Croire que le secteur des SUV compacts premium serait l'apanage des constructeurs allemands serait un tort. Par exemple, du côté du soleil levant, Lexus compte bien imposer son nouveau NX300H comme un concurrent digne de ce nom. Reste à savoir si l'ambition du constructeur peut devenir réalité. Le Lexus NX300H joue la carte du design futuriste et très identitaire. On retrouve ainsi la fameuse calandre massive associée à des feux full LED très acérés. Son profil ne fait pas non plus dans la discrétion, à l'image de ses épaulements marqués, se finissant sur un arrière du même registre. Le SUV prend des airs de concept car échappé d'un salon. Le NX300H ne passe pas inaperçu et propose ainsi un design clivant qui ne plaira pas forcément à tous. L'intérieur apparaît en revanche plus classique, en phase avec ce que Lexus fait habituellement. La profusion de commandes sur cette planche de bord au design de vaisseau spatial donne un air résolument futuriste et technologique. L'habitacle apparaît moins austère que celui de la concurrence, sans pour autant sacrifier la qualité perçue. Toutefois, il faudra un temps d'adaptation pour s'accoutumer au fonctionnement de l'ensemble, et notamment du trackpad dont on doit se servir pour naviguer dans les menus de l'ordinateur de bord. Étrangement, face à cette débauche de gadgets high-tech, l'écran multifonction paraît plutôt petit. Notre modèle hybride est capable de rouler sur sa seule propulsion électrique que l'on peut forcer en pressant le bouton EV. La chaîne de traction se compose de 2 blocs, l'un thermique essence de 155 chevaux et un électrique de 143 chevaux pour une puissance effective maximale de 197 chevaux. Une donnée qui colle plus à la réalité, là où certains constructeurs additionnent simplement les chiffres. Dans la pratique, on démarre en douceur. Mais jamais longtemps puisque dès 40 km/h, le moteur classique prend le relais de façon presque imperceptible. Dès lors, rouler sans utiliser une goutte de carburant se limite aux zones 30 des cœurs des villes. Une fois hors agglomération, le thermique se fait entendre lorsqu'on le sollicite à cause de la boîte CVT qui garde le moteur dans les tours entre 2 rapports virtuels. On préférera alors pousser le son de l'excellente installation audio Mark Livingstone. Les performances n'apparaissent pourtant pas ridicules avec un 0 à 100 de 9 secondes et une vitesse de pointe bien suffisante pour perdre son permis 2 fois par heure. Heureusement, la transmission nous invite à une conduite apaisée.
le NX300H remplit parfaitement sa tâche, bien aidé par son châssis taillé pour le confort, et prêt malgré tout à une conduite plus dynamique. Concernant les consommations, nous avons constaté un 6 litres sans forcer, et au-delà des 10 litres en étant en retard. En termes de tarifs à équipement équivalent, Lexus se montre toujours compétitif avec peu de recours aux options dès 40 000 €. Même si on associe Lexus à l'hybride, force est de constater que sur ce segment, sans réelle concurrence, on ne peut que s'attendre à ce que le constructeur commercialise rapidement un moteur électrique plus efficient. En effet, aujourd'hui, d'autres autorisent des autonomies de plusieurs dizaines de kilomètres à des vitesses plus élevées. Ne boudons pas le NX à cause de sa version 300H, car avec des motorisations conventionnelles, il vaudra le détour. On a désormais hâte de prendre le volant d'une version essence de santé de plus de 200 chevaux, associée à une boîte automatique conventionnelle. Nissan dévoile ses concepts IDX et peut-être une partie de ses modèles à venir. Le, ou plutôt les concepts IDX révélés par Nissan à la fin 2013 au Tokyo Motor Show, puis en janvier de cette année à Detroit, ont marqué les esprits partout où ils sont passés. Exécution réussie de l'exercice risqué du concept néo-rétro. L'IDX est une proposition de coupé propulsion compacte et populaire, un genre en pleine renaissance qui revendique fièrement l'héritage du constructeur dans le domaine. Inspiré par la Datsun Bluebird 510 qui reste une icône chez les amateurs, l'IDX est double. Une voiture de série et une version de compétition aux couleurs rappelant les mythiques 510, engagées avec succès en Trans-Am par Peter Brock dans les années 70 et dénommée Nismo. Une façon de mettre en avant l'officine sportive de la marque. Après le Japon et les États-Unis, les IDX ont débarqué en Europe, au Mondial de l'Automobile à Paris, et nous avons rencontré le responsable du design de ce projet. Le concept derrière ces deux véhicules, c'est une co-création. Nous avons essayé d'exprimer combien nous pouvions personnaliser les véhicules à partir d'une base commune. L'IDX FreeFlow est une 4 places qui est basée sur une architecture à base de propulsion. Nous avons vraiment travaillé les proportions de façon à ce que ce soit une 4 places mais qui demeure compacte. La proposition derrière l'IDX FreeFlow est une proposition de lifestyle. Ce n'est pas une voiture que nous destinerions à des aficionados de l'automobile. Ce point-là est particulièrement saillant lorsqu'on regarde l'intérieur. Prenons l'exemple des matériaux et notamment des sièges. Nous avons choisi un tissu qui se rapprochait très fortement du jean, comme clin d'œil à la vie de tous les jours. Oui, en fait, il rappelle votre pantalon. Nous avons apporté un soin particulier à la planche de bord et à l'équipement intérieur. À l'extérieur, nous avons choisi une carrosserie Biton, ce que l'on retrouve également sur la version Nismo, ce qui montre la modularité comme une architecture commune aux IDX, et ce qui permet de personnaliser à la fois les teintes de carrosserie, mais aussi les roues. On peut aussi personnaliser la face avant et le coffre. C'est donc une proposition plus sobre, plus dépouillée, plus minimaliste, avec néanmoins une expression d'aérodynamique prononcée. Donc finalement, lorsqu'on regarde la voiture dans son ensemble, on se rend compte qu'elle reste fonctionnelle, pure et très sobre. Elle s'adresse ainsi à un plus grand nombre de clients potentiels. Mais de l'autre côté, nous avons l'IDX Nismo. Celle-ci, elle vise ceux qui aiment la conduite, qui aiment la voiture. Et notamment les jeunes générations qui connaissent bien les voitures par l'intermédiaire des jeux vidéo, qui vont attendre un cockpit qui se rapprochera de ce que l'on trouve justement dans ces jeux vidéo. Ce qui marque immédiatement lorsqu'on regarde l'IDX Nismo, c'est son côté très iconique avec des matériaux bruts, des lignes en rupture, des teintes très vives, des matériaux bruts comme le carbone sur le toit, ou encore les différents éléments aérodynamiques qui soulignent la performance et que l'on retrouve un peu partout sur la carrosserie. C'est donc une personnalisation poussée à l'extrême par rapport à l'IDX FreeFlow. Notre but, c'est d'arriver à créer un véhicule avec les consommateurs, mais qui s'accorde à leur style de vie selon qu'ils aiment la voiture ou qu'ils aient une approche plus fonctionnelle, mais que ces autos, les IDX, véhiculent une certaine joie de vivre.
Opel fait évoluer sa citadine Adam avec l'arrivée de la nouvelle Adam Rocks. L'Adam a permis à Opel de se positionner sur le secteur en pleine expansion des petites citadines premium. Cependant, le succès reste modeste et l'Adam ne court pas encore les rues comme ses principales concurrentes que sont les Mini et autres Fiat 500. Mais en jouant la carte de la différenciation depuis le début, Opel décide de ne pas laisser faire et propose désormais l'Adam Rocks. L'Adam Rock, c'est un nouveau membre de la famille Adam. C'est un véhicule qui a beaucoup de personnalité. Il a, on va dire, se caractérise comme un baroudeur, athlétique, bien sûr branché. C'est un véhicule qui est pour nous important, puisque c'est encore une fois un véhicule, on va dire, d'image, qui va nous aider à porter l'image d'Opel en France. Mais c'est aussi un véhicule comme l'Adam, qui est ultra personnalisable, qui est aussi avec beaucoup de connectivité, mais aussi qui va s'adresser à une clientèle un peu plus masculine aussi, puisque le look du véhicule est un petit peu plus, on va dire, musclé. La version Rocks se veut créatrice d'une nouvelle niche, celle des petits crossovers chics urbains, dont cette Adam serait la première du genre. Ainsi, la hauteur de caisse se trouve relevée de plus d'1 centimètre, des protections en plastique soulignant son look de micro-SUV et des boucliers avant et arrière spécifiques font leur apparition. En outre, l'Adam Rocks dispose d'un soft top que l'on peut qualifier de toit ouvrant élargi. Rocks ou pas, pénétrer dans l'Adam rappelle la philosophie voulue par Opel, celle de la personnalisation à l'extrême. Il existe une impressionnante palette de couleurs et de panneaux de planches de bord à disposition. Concernant l'équipement, on notera une connexion évoluée avec une application spécifique permettant de faire apparaître certaines fonctions de son smartphone sur l'écran central. Il s'agit de la navigation qui doit toutefois être connectée au réseau pour fonctionner, ce qui n'est pas toujours sans inconvénient. Sur la route, on constate une direction un peu collante selon le revêtement. Le mode City rend la direction moins consistante. En revanche, cet inconvénient se transforme en qualité quand il s'agit de rouler en dehors de nos villes. Le moteur plein d'entrain donne envie de hausser le rythme, car la vraie surprise se cache sous le capot avec un tout nouveau 3 cylindres de 115 chevaux, bénéficiant d'un important couple de 70 Nm. Il se montre puissant et volontaire, doublé d'une souplesse de bloc ayant au moins un cylindre supplémentaire. Sa nervosité se ressent également dans les énergies que relance sur tous les rapports. On tient là clairement le meilleur atout de cette Adam Rocks, avec des consommations contenues, naviguant entre 8 et 9 litres en rythme soutenu. N'oublions pas les discrets attributs de baroudeur de ce modèle, qui ne lui donnent finalement aucune aptitude au tout chemin. Pas plus en tout cas qu'une Adam classique. Ainsi dotée, la Rocks dispose de bonne qualité pour épauler la dame de base dans sa carrière. Toutefois, le prix d'attaque à 17 450 € nous laisse quelques doutes. Une Adam normale démarre à 10 990 €. Si techniquement ce modèle s'avère convaincant, tous les constructeurs ne peuvent pas se permettre de faire payer une citadine au prix fort, voire au-delà. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. Mais avant de se quitter, regardons ce qui pourrait être important pour l'avenir de Citroën. Nous avions découvert en avril, lors du salon de Pékin, le concept CXR. Et bien voici le C3 XR qui débutera en décembre sur le marché chinois exclusivement. Nous vous donnons également rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Maxi Test.